Bonjour tout le monde, c'est moi. Et aujourd'hui, on va parler de l'appareil photo qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais considéré, mais que aujourd'hui, je suis extrêmement fier de posséder. C'est un appareil photo dont les spécificités sont pas très impressionnantes, mais il vient exactement se placer là où il faut dans la gamme pour être intéressant selon moi, et je pense qu'il a le potentiel d'intéresser beaucoup d'entre vous. Il s'agit bien entendu de la webcam de l'iMac 2009, du Canon EOS 100D. Le Canon EOS 100D est un réflexe de 2013 qui vient se placer à un endroit très intéressant dans la gamme Canon parce que même si il date de 2013, il n'a aujourd'hui, selon moi, pas réellement été remplacé. Oui, on a eu depuis le 200D et le 250D qui sont techniquement ses successeurs, mais le 100D a toujours une particularité qui fait que selon moi, il est bienvenu dans le kit de beaucoup de photographes et c'est probablement l'appareil que je vais choisir de prendre avec moi en vacances la prochaine fois que je pars. Le EOS 100D est un réflexe. Ce n'est malheureusement pas un plein format, mais un APS-C. Les spécificités sont plus ou moins entre celles du Canon 600D et du Canon 700D qui sont sortis plus ou moins dans le début des années 2010. C'était des réflexes d'entrée de gamme, mais ce ne sont pas pour autant les réflexes les moins chers, tels que la série 1000D, qui sont des appareils vraiment 100% plastiques. De ce que j'ai compris, le viseur du 100D est légèrement meilleur à celui du 700D, et c'est un viseur optique, bien entendu, vu que c'est un réflexe, et c'est ça qui, moi, m'intéresse le plus. La grosse particularité du 100D, c'est qu'il est petit et léger. Si je ne m'abuse, il s'agit du réflexe numérique le plus petit et le plus léger que Canon n'ait jamais produit. Et c'est ça qui, selon moi, le rend très intéressant, même d'ailleurs, je trouve, plus intéressant que son successeur direct, le 200D, qui est pourtant plus performant. Cet appareil, quand il est sorti, il était pas très intéressant parce que, en fait, c'est ça un gros problème de beaucoup de gens sur YouTube qui font des tests d'appareils photo, c'est que ce sont des professionnels qui ont l'habitude de manipuler les appareils les plus récents et les plus haut de gamme du marché. Quand tout d'un coup on leur met entre les mains un appareil photo dont le prix n'est pas ultra compétitif, mais qui n'est pas pour autant un appareil photo avec des fonctionnalités professionnelles ou une qualité d'image qui sort du lot, l'appareil paraît immédiatement extrêmement inintéressant. J'essaie de m'expliquer, mais quand le EOS 100D est sorti, on avait sur le marché, plus ou moins en même temps, le 700D de chez Canon. Le 700D avait une place bien précise sur le marché, c'était l'appareil photo d'entrée de gamme, c'était pas le moins cher non plus, mais on avait à la fois un lot de fonctionnalités qui pouvaient satisfaire plein de gens qui veulent débuter, et une qualité d'image qui pourra rester avec vous quand même un certain temps. Le 700D avait un prix, j'imagine, d'environ 850 € avec un kit. Et le truc, c'est que le 100D paraissait tout simplement être une version moins bien du 700D. On perdait quelques fonctionnalités, bien sûr, pour justement rendre ce boîtier plus petit. Le problème, c'est que le boîtier 100D n'était pas réellement moins cher que le 700D. Ça a été donc difficile pour les testeurs et les critiques de recommander ce boîtier à ce moment-là parce que vous voulez investir dans un premier appareil photo, vous n'allez pas forcément prendre en considération la taille et le poids, et si on ne prend pas en considération la taille et le poids, ce boîtier n'est pas très intéressant. Le boîtier pro que j'utilise tous les jours pour ma photographie, c'est le 5D Mark IV. C'est un appareil absolument sublime qui fait des photos magnifiques. Mais depuis que je suis équipé de ce 5D Mark IV, je me vois toujours réfléchir à 2 fois avant de le prendre avec moi dehors pour faire des photos. Parce que c'est un boîtier qui est gros et lourd, et ça donne pas envie de l'avoir toujours sur moi. C'est aussi un boîtier cher et pro, et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, vous comprenez, parce que j'aurais pas forcément les moyens de le remplacer. Ça faisait donc un petit moment que je cherchais une alternative au 5D Mark IV, un boîtier un petit peu moins cher, peut-être un peu plus ancien, qui me motiverait à plus souvent sortir faire des photos, surtout des photos qui sont un peu moins importantes que des projets pro, ou des projets assez aboutis. Et j'ai beaucoup regardé sur le marché et j'ai fini par me dire mais en fait l'appareil qu'il me faut c'est vraiment un entrée de gamme, le but étant de réellement me trouver un appareil petit, compact, léger et pas dommage. Mais disons que de ma tête je me suis dit l'appareil qu'il me faut c'est un 600D. Et là j'ai encore réfléchi un peu plus loin et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que vaut le EOS 100D? Parce que quand le EOS 100D est sorti, il venait se placer en dessous du 600 et du 700D niveau gamme, mais on a quand même processeur et même capteur. On a aussi un écran tactile qui est très similaire. On a un viseur qui est même apparemment un tout petit peu mieux. La cadence de prise de vue rafale, quelque chose que je n'utilise jamais et pas exceptionnel, à 4 photos par seconde. Le système d'autofocus, lui aussi, n'est pas exceptionnel. Il y a en réalité qu'un seul point de focus central qui est réellement précis. Mais là aussi, c'est quelque chose
je m'en fiche un peu. Genre, je suis très content sur mon 5D, j'utilise de toute façon quasiment que le point central. Peut-être que le 100D est le boîtier qu'il me faut, c'est littéralement le plus petit et le plus léger chez Canon. Ce que je voulais, c'était un boîtier plus petit, plus léger, et un boîtier un peu moins précieux. Le 100D était donc peut-être effectivement la réponse à mes questions. Donc j'en ai acheté un. Et je suis très content. Je pense que c'est important que je vous compare un petit peu les gabarits entre le 5D et le 100D. Le 5D, le boîtier haut de gamme plein format, et le 100D, le boîtier d'entrée de gamme APS-C. Le poids aussi, hein, c'est une grosse différence. Je pense qu'il faut qu'on parle pendant quelques minutes de mon obsession pour les réflexes. Il s'avère que en 2014, je me suis acheté mon tout premier appareil photo hybride. Et j'ai bien aimé. Et suite à ça, j'ai eu plein d'hybrides. J'ai eu des Panasonic, j'ai eu des Sony, j'ai eu des Fujifilm, j'ai eu un Canon, plein d'hybrides. Pour les personnes qui débutent, qui tombent sur cette vidéo, la différence entre un hybride et un réflexe, c'est que le réflexe est équipé d'un viseur optique. Le viseur optique a plein d'avantages, mais énormément d'inconvénients aussi. L'inconvénient principal du viseur réflexe aujourd'hui en 2023, c'est que le système d'autofocus est bien moins précis et bien moins puissant que ce qu'on a dans les appareils photo hybrides. Les hybrides utilisent le capteur principal pour analyser l'image en temps réel, détecter des sujets, des visages, des animaux, et peuvent exécuter la mise au point de manière très précise et très rapide sur l'œil du sujet. Et ça marche super bien. Les réflexes n'ont jamais pu faire ça. Si vous avez jamais vu le viseur d'un réflexe, ce qui est peut-être le cas des plus jeunes présents ici, c'est très particulier parce que ce que l'on voit dans le viseur réflexe représente plutôt bien le cadre final, mais ne représente pas du tout l'image finale. On ne peut pas prévisualiser l'exposition, on ne peut pas prévisualiser la profondeur de champ de manière très précise, on peut un petit peu, mais pas ultra précisément. Les viseurs réflexes récents des appareils numériques sont en général pas assez précis pour juger la mise au point correctement non plus, mais l'avantage énorme du viseur réflexe selon moi, et c'est ce qui fait que j'y suis retourné, c'est que dans le viseur réflexe, on voit la vraie vie. On ne voit pas un petit écran qui vous affiche une version déformée de la vie. Beaucoup de photographes vous diront oui mais le viseur hybride vous affiche l'image finale, exactement ce que l'appareil capture, et c'est faux. Pourquoi ? Parce que je photographie en format RAW et que je viens retoucher mes images de toute façon en post-production. Donc ce que je vois dans le viseur d'un hybride n'est pas représentatif de la photo finale, parce que je ne vois pas ma retouche en temps réel. Quand je retouche une image, que je la rends ultra lumineuse, que je la rends ultra brillante, ultra colorée, c'est parce que c'est ma vision de la vie et c'est comme ça que j'aime voir la vie. Et il s'avère qu'un appareil photo réflexe me montre la vie dans son viseur. Et c'est ce qui fait que j'ai développé récemment. Et c'est à cause de l'argentique, hein, parce que logiquement les hybrides c'est un truc tout à fait numérique et actuel. En argentique on utilise de toute façon des viseurs optiques et c'est faire de la photographie argentique sur des réflexes argentiques ou des télémétriques argentiques qui m'ont redonné l'envie d'avoir des appareils photo réflexes. Et vu que les appareils photo réflexes ça se fait plus ou moins plus, ça a été abandonné par Canon, Nikon et Sony depuis très longtemps d'ailleurs, eh bien je suis maintenant vraiment fasciné et je fais tout ce que je peux pour acheter tous les réflexes d'occasion que je trouve pendant qu'ils sont à leur prix le plus bas maintenant. Les réflexes, ça vaut plus rien. Le 5D Mark IV, qui est un ultra haut de gamme et qui s'achète encore neuf aujourd'hui, je l'ai payé 800 €. Quand il est sorti, il en valait 4000 et que mon petit doigt me dit que 800 € c'est plus ou moins le plus bas que je paierai jamais pour un 5D Mark IV quand Canon n'en feront plus et que les gens se seront rendus compte du potentiel fun, amusant et créatif qu'offrent les réflexes, les gens vont probablement vouloir s'y remettre et vont probablement vider tout ce qui se trouve sur eBay, trouver tous les réflexes du marché et les prix vont remonter. J'en suis convaincu. J'en suis tout autant convaincu que quand en 2017 j'ai commencé à recollectionner les vinyles parce que je savais que ça allait revenir. J'en suis tout autant convaincu que quand en 2017 je me suis mis à faire beaucoup plus d'argentique parce que je savais que ça allait revenir. Et j'en suis tout autant convaincu que quand il y a quelques années j'ai dit que les Crocs allaient aussi revenir. Vous voulez savoir quel est le meilleur objectif que vous pouvez acheter pour votre EOS 100D? Alors par contre c'est un objectif qui vaut pas mal plus cher parce que c'est un objectif plein format, mais il s'agit du Canon EF 35 mm f2 IS. C'est un 35 mm, donc c'est une focale standard pour ce boîtier APS-C. Il est stabilisé, il est très bon optiquement, il est
plus ou moins petit, plus ou moins léger. Ça fait vraiment une chouette petite combo qui fait vraiment des superbes images. Dans ma phase de test de l'EOS 100D, j'ai utilisé 4 objectifs différents. J'ai utilisé le 18-55, qui est vraiment l'objectif en kit un peu tout pourri que Canon vend avec. C'est probablement l'objectif que vous allez trouver quand vous allez acheter cet appareil. Et honnêtement, il est parfaitement adéquat, surtout si vous débutez. Mais si vous débutez, vous devez aussi savoir que la meilleure façon d'améliorer votre qualité de photo, c'est pas d'acheter un appareil photo plus récent, mais c'est d'acheter de meilleurs objectifs, comme ce 35 mm que je viens de vous présenter. Effectivement, le deuxième objectif que j'ai acheté, c'est le 35 mm f2. Incroyable, superbe optiquement, et encore un prix raisonnable. Il est pas aussi cher qu'un 35 1.4, et il est stabilisé, ce qui est plutôt sympa. J'ai aussi pas mal utilisé le 18-135, que j'ai payé 100 € d'occasion. J'aurais pu le payer pas mal moins cher, je le sais. Le mien, il a une petite raye sur l'objectif et ça dérange pas, je la vois pas sur les photos. Mais disons que à ce prix-là, j'aurais peut-être préféré qu'il soit un peu en meilleur état. C'est un objectif qui valait assez cher quand il était neuf. 18-135, c'est un peu comme le 18-55, c'est aussi un objectif en kit, mais il est un peu meilleur optiquement. Moi j'ai la version STM, donc la mise au point est silencieuse et plutôt rapide. Il est bien entendu stabilisé, et il peut zoomer jusqu'à 135 mm, ce qui est vraiment sympa selon le type de photo que vous faites, si vous voulez isoler un sujet ou simplement vous rapprocher de quelque chose. Je pense que c'est aussi important d'avoir ce genre de zoom dans votre kit, si vous avez vraiment envie de vous motiver de faire des photos avec votre appareil plutôt que votre smartphone. Encore une fois, je m'adresse aux débutants ici. Ce que les smartphones font le moins bien, c'est zoomer. Même les Samsung là qui zooment super loin, bah, c'est pas très beau quand vous avez zoomé. Du coup, avoir un bon zoom sur un appareil photo, ça peut être sympa et ça peut effectivement, comme je l'ai dit, vous encourager à sortir avec votre appareil photo plus qu'avec votre smartphone. Ce 18-135 est un peu plus gros, un peu plus lourd, il est presque même un peu plus lourd que le boîtier, mais franchement ça marche toujours bien, ça fait toujours un kit que je trouve assez compact et facile à avoir sur soi. Pendant des années, j'ai été quelqu'un qui détestait les zooms dans ce genre, j'ai toujours préféré avoir des petites focales fixes basiques sur moi, mais en fait, je me suis rendu compte récemment qu'il y a plein de situations où ce qui compte c'est simplement d'avoir un beau cadrage et une belle composition et que au final avoir la meilleure qualité optique c'était pas si important que ça. Et si on pense comme ça, un zoom 18-135 couvre un peu toutes les bases. Pour les personnes qui débutent, je vous recommande quand même de mettre quelque part la main sur un objectif lumineux parce que déjà ça vous ouvre des possibilités en matière de basse lumière. Mais les objectifs lumineux vous permettent aussi de plus facilement flouter l'arrière-plan, ce qui peut être quelque chose qui créativement peut vous aider à faire des photos plus belles. Faut pas oublier qu'aujourd'hui la majorité des images se consomment via les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux se consomment sur nos smartphones. Les smartphones ont des écrans très petits, donc c'est difficile d'afficher une grande quantité d'informations à la fois sur un écran aussi petit. Qui dit que c'est difficile, dit que si vous voulez isoler votre sujet de l'arrière-plan, il vous faut flouter l'arrière-plan plus que nécessaire et donc c'est assez important de pouvoir jouer avec son diaphragme et d'avoir un objectif lumineux. C'est pour ça que le quatrième objectif que j'ai utilisé pendant ma phase de test, c'est l'incroyablement efficace, même si pas incroyable optiquement, 50 mm f1.4. Je vais rapidement résumer, mais le EOS 100D de chez Canon est un appareil photo un peu ancien, aux spécificités pas extrêmement alléchantes. C'est pour ça que quand il est sorti, les tests sur internet avaient des résultats un peu mixtes. Mais il faut prendre en considération que ce boîtier offre quelque chose d'unique que aucun autre réflexe numérique n'offre sur le marché, et c'est qu'il est petit et léger. Et si comme pour moi vous prêtez importance au poids des affaires que vous prenez avec vous, et si avoir un appareil plus petit et plus léger peut vous motiver à l'avoir plus souvent avec vous, alors c'est exactement le boîtier qu'il vous faut. J'aime bien cet appareil, je le trouve satisfaisant à utiliser, c'est un réflexe, il est agréable. Ce qui est cool avec le réflexe, c'est que justement, une fois qu'il est configuré, vous n'avez plus jamais besoin de regarder un écran. Parce que même le viseur n'est pas un écran, le viseur est la vraie vie. Si vous êtes une personne extrêmement à l'aise avec les appareils hybrides, alors il ne faut simplement pas considérer le 100D, parce que son seul vrai avantage, être petit et léger, ça fait 1000 fois que je le dis. Et ben dans le monde des hybrides, il y a plein de boîtiers, chez Canon même, chez d'autres marques, qui sont encore plus petits et encore plus légers. Et en plus, sur le marché des hybrides, on trouve des objectifs qui sont pas mal plus petits et plus légers que l'on ne peut pas monter sur des appareils réflexes. Donc voilà, en fait, c'est ça. Si vous aimez les hybrides et que vous êtes content avec les hybrides, passez votre chemin. Si vous aimez les réflexes et les viseurs optiques, et que vous voulez un appareil plus simple à prendre avec vous, mais qui fait quand même des photos parfaitement décentes, c'est le boîtier qu'il vous faut. Bref, je vais vous donner quelques petits exemples d'images. Récemment, dans ma photographie, j'ai pris quelques libertés artistiques de faire des retouches un peu plus élaborées et un peu plus irréalistes parce que je trouve ça marrant. Et si ça vous plaît pas, c'est pas la faute de l'appareil, c'est la faute de moi.
Donc, passez une bonne fin d'été.